Bien, bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et on est très heureux de recevoir. Alors, on est très heureux de recevoir Béatrice Munaro, même si ce n'est pas elle qui est à l'image, je ne sais pas pourquoi. Mais Béatrice, bonsoir. Bonsoir Maurice et bonsoir à Voilà. toutes. Donc, Béatrice Munaro, vous avez fait une thèse en littérature comparée. De cette thèse, il en est sorti un ouvrage absolument passionnant, Destruction et métamorphose du corps dans l'enfermement. Le titre est suivi d'un sous-titre avec trois auteurs, Primo Levi, Georges Perec et Samuel Beckett, et très important aux éditions Autrante. Le titre, il est autant commencer par une remarque qui se veut pas du tout acerbe, mais le titre est trompeur et les trois auteurs aussi, parce que vous parlez de destruction et métamorphose du corps dans l'enfermement, mais en réalité vous parlez tout simplement de la représentation du corps dans la littérature de la Shoah. Et on va le voir, vous citez trois auteurs en couverture, mais le corpus que vous abordez est autrement plus vaste et plus riche que déjà les très vastes et riches Primo Levi, Perec et Beckett. Donc, j'ai une première question. Votre ouvrage, est-ce qu'on peut dire que c'est la représentation du corps dans la littérature de la Shoah? Alors, c'est évidemment une très bonne question parce qu'en fait, ça nous fait commencer par le début. Évidemment, la construction de ce titre, elle a été un peu problématique, voire de ce sous-titre, puisque ça nous permettait de mettre en place un corpus. En réalité, c'est un corpus qui est beaucoup plus élargi. Vous en avez fait la remarque. C'est un livre sur la représentation du corps dans la littérature de la Shoah, mais pas que. C'est un livre sur la représentation du corps qui se reconstruit après la Shoah Oui. également. Donc, on est dans une littérature de la Shoah, on est aussi sur une littérature de l'après, une littérature aussi de la deuxième génération, la génération des enfants de survivants, voire de petits-enfants de survivants. Donc, c'est vrai que ce corpus, il peut être trompeur, parce qu'on a trois auteurs qui représentent bien toutes ces générations. On a Primo Levi, qui est lui-même donc survivant, qui a connu les camps. On a Georges Perec, qui est enfant caché, enfant survivant, mais qui n'a pas connu les camps et qui va imaginer de manière un peu fantasmagorique la Shoah. Et puis, de l'autre côté, on a Samuel Beckett, qui lui s'inscrit dans une littérature post-concentrationnaire, Oui. qui a connu la Seconde Guerre mondiale en étant engagé lui-même dans la résistance, mais qui met en place un tissu littéraire qui va parler plus d'une humanité post-concentrationnaire plutôt que de la Shoah en elle-même. Alors, Hmm. ces trois auteurs, ils ont été choisis dans ce sous-titre pour deux raisons. La première étant que ce sont trois auteurs canoniques qui sont quand même des fils rouges de ma réflexion. Et la deuxième raison étant qu'il était important pour moi de mettre en place ces balises pour ensuite intégrer des auteurs autres, dont on va certainement parler ce Bien soir sûr. ensemble, pour intégrer d'autres auteurs qui finalement vont s'inscrire à côté de ces auteurs canoniques, mais aussi dégager d'autres thèmes et finalement faire évoluer tout ce fil rouge qui a été Oui. conducteur de... Alors, c'est un ouvrage qui suit une thèse en littérature comparée. Et ce qui est passionnant en littérature comparée, c'est justement passer d'un auteur à l'autre et voir les, les, les ponts qui peuvent se faire, mais aussi les oppositions. Et ça, je dois le dire, vous êtes une virtuose dans cet art de, de tracer des lignes entre des œuvres extrêmement riches, extrêmement complexes pour beaucoup d'entre elles, sinon pour toutes. Et quand je vois avec quelle aisance vous manœuvrez à l'intérieur de l'œuvre de Leib Rochman, je suis absolument admiratif, quoi. Mais comment vous avez fait? Quelle était votre méthode finalement?
Alors, concernant les Horman ou Non, concernant tous les... concernant la comparaison, enfin la littérature comparée. Parce que là, généralement, on a une monographie, on a l'étude d'un des auteurs, cela se suffit à soi-même. Donc, j'aimerais que vous nous expliquiez la littérature comparée, sa singularité et ce que c'est, quoi. C'est Oui. moins connu que les monographies, que les Alors, monos. connu, en effet, et puis la littérature comparée à cela de riche qu'elle peut mettre en place des comparaisons entre des auteurs de différentes langues, de différentes périodes, de différents genres littéraires. Et je crois que la littérature comparée, moi, m'a toujours attirée, puisque ça a été toujours finalement ma vision de la littérature, qui est, Mhm. selon moi, en fait, un réseau de connexion, de tissage. Et lorsqu'on prend plusieurs lectures qu'on a pu avoir, que ce soit les prenons un temps restreint au cours de l'année précédente, par exemple, je pense que ce sont des connexions qui se font, alors de manière inconsciente ou non. Et lorsqu'on parle d'un même sujet, et comme je vous disais tout à l'heure, même dans un même sujet, d'autres auteurs viennent renouveler des thèmes dans le sujet. Dans un même sujet, en fait, c'est tout un réseau, un sertissage de thèmes qui se met en place. Alors, au niveau de la méthode, en réalité, pour moi, c'est un peu compliqué de répondre là-dessus, puisque justement, comme tout marche en connexion, en réalité, c'est quelque chose que j'ai toujours identifié comme des passerelles. Ouais. De la même manière que Primo Levi disait qu'il faisait des ponts entre les générations avec son écriture, en réalité, en fait, il s'agit de construire des ponts entre les livres. Et pour ce faire, en fait, c'est regrouper les choses par thème. Et puis, et bah, là, ici, en l'occurrence, dans mon livre, il s'agit vraiment de la question du corps, mais en fait, pas que du corps, la question du langage est intimement liée à celle du corps. Et donc, à partir de là, dans mes lectures, le sujet a été d'essayer de déterminer tout ce qui pouvait avoir un rapport au corps, tout ce qui pouvait avoir un rapport au langage, tout ce qui pouvait toucher à ces choses-là, et essayer, comme dans une espèce de grand tableau mental, de les Ouais. classifier et de relier. Alors, comme vous dites, parfois il y avait des similarités, puis parfois simplement des contradictions. On essaie de voir Mhm. comment ça se construisait. Oui. Alors, avant d'entrer dans ces thématiques, justement, le corps, la faim, la soif, la, la réification, la transformation du corps en objet, parfois même de manière réelle, ce n'est même plus une figure de style. J'aimerais que l'on s'attarde quelques instants sur la littérature de la Shoah elle-même. Euh, et moi, mon point de vue, c'est que dans la littérature de la Shoah, on a une littérature qui nous donne l'histoire. Et on est en conflit souvent avec les historiens, parce que pour eux, nous ne sommes que dans de la fiction, nous ne sommes que dans, ce n'est que de l'histoire, voire des histoires. Et vous, quel est votre point de vue, les liens entre littérature et histoire? Alors, je pense que bah, si je n'avais pas comme point de vue que la littérature faisait lien avec l'histoire, je n'aurais pas écrit ce livre. Je Ouais. n'aurais vraiment pas pu, puisque mon parti pris est le même que celui de Georges Perec, hein, parce que je ne vais pas faire semblant d'avoir moi inventé ça. Je prends ici la pensée de Georges Perec, qui dit que la littérature est expérience. Elle est expérience. Elle est expérience de vie, elle peut être expérience de mort en l'occurrence, elle peut être expérience de souffrance, de joie. Si la littérature est expérience, de fait, l'histoire peut devenir littérature. Alors c'est là toute l'aporie finalement du langage après les camps et de la littérature concentrationnaire en réalité. On parle de littérature des camps, de littérature concentrationnaire, on parle de témoignages littéraires, Ouais. pas forcément témoignages, voire même on va faire des distinctions en fait entre un témoignage pur et simple et un témoignage littéraire. En fait, ça a été ça finalement aussi un des fils conducteurs de ma réflexion, d'essayer de déterminer qu'est-ce qui va rendre un témoignage littéraire, alors que de base, on pourrait s'imaginer qu'on a juste besoin d'un témoignage comme ça, brut, avec des faits. Et en fait, c'est ça qui est important à retenir ici, c'est que l'histoire, elle va donner des faits, tandis que la littérature va donner des effets. Et je pense sincèrement qu'on a besoin d'effets pour encore plus comprendre l'histoire, en réalité. Ouais, c'est très joli. Et là, je vois Lydia qui prend des notes parce que le jeu entre fait et effet fonctionne très très bien, effectivement. Et il s'agit pas non plus d'aller vers l'émotion pure. Du tout, non. Non, non, ici, c'est pas une recherche du pathos. Au contraire, en réalité, c'est une recherche de différents effets, justement.
pu être mises en place dans lorsqu'on prend Primo Levi, il ne recherche absolument pas le pathos. En fait, il a un Loin ton de là, c'est bien l'inverse. très pédagogue. En fait, il essaye de nous faire rentrer dans l'univers concentrationnaire en nous prenant par la main, tel un anthropologue qui nous dirait, tiens, regarde, voilà ce qu'il en Hmm. est. Alors ensuite, on va avoir, par exemple, vous parlez de Leib Rohrmann. Alors les œuvres de Leib Rohrmann, elles vont avoir un ton plus élégiaque. Mais est-ce qu'il recherche le pathos? Je ne crois pas. Il recherche la poésie, en réalité. Il va chercher des formes métaphoriques, allégoriques. Mhm. Euh, tout comme d'autres personnes vont parfois, d'autres auteurs vont le faire même de manière différente dans certains chapitres. On peut avoir soudainement Robert Antelme qui va utiliser un ton élégiaque et puis ensuite qui va repartir dans des faits très précis puisqu'il était résistant et que de toute façon il avait l'habitude d'être plutôt dans des choses qui Alors, ressemblent. justement, vous dites, parmi un milliard de choses, que cette littérature est aussi une forme de résistance. Résistance pour l'après, c'est à la fois pendant, après. Alors, ça dépend. En réalité, là, je vais devoir répondre un peu par strate. Alors, la littérature, elle peut être une résistance pendant. Zalman Gradowski en est un très bon exemple, qui était donc membre des Sonderkommandos, dont certains membres ont caché des écrits sous terre à Birkenau. Et ces écrits qui ont été retrouvés dans les années 60 et réunis dans un ouvrage qui s'appelle Des voix sous la cendre, et c'est assez remarquable puisque, bon, évidemment, une certaine partie des textes étaient abîmés. Et en fait, c'est une littérature qui devient un véritable espace d'archives. En fait, c'est une littérature qui s'archive en temps réel, en fait, en Mhm. réalité. Et par là même, elle est résistance en temps réel, puisque je pense à Zalman Gradowski, mais donc tous ces membres des Sonderkommando qui ont écrit In medias res pendant qu'ils étaient à Birkenau et qui y sont morts et qui n'ont pas pu connaître cet après, ont écrit en pensant justement à cet avenir, en pensant que cette situation aurait une fin et qu'il fallait témoigner. Le témoignage, en fait, la nécessité du témoignage, elle est déjà présente. Et Ouais. Zalman Gradowski, ce qui est assez frappant, c'est que lorsque il écrit son texte, il s'adresse à un lecteur futur. Il emploie la seconde personne du singulier, il dit tu, il s'adresse à nous. Nous, lecteurs, qui, par exemple, en 2021, allons découvrir ces textes. Donc, c'est assez impressionnant de voir que, et là, je pense sincèrement que c'est quelque chose qui l'a fait tenir pendant sa déportation. Alors Donc, une parfois, résistance à la mort. une résistance à la mort et puis même une résistance à l'oubli en réalité. Puisqu'en fait, disons que finalement l'oubli, ça serait une deuxième mort. Ça me fait penser à cette phrase, je crois qui est de Jean-Luc Godard, qui prononce, qui est reprise par Pierre Félida dans Des humains, Humains des humains, qui dit l'oubli de l'extermination fait partie de l'extermination elle-même. Mhm. Euh, et ça, c'est quelque chose, je trouve, qu'on ressent énormément et qu'on remarque énormément dans les textes de nos auteurs, que ce soit Zalman Gradowski qui s'adresse directement à un lecteur du futur, que ce soit Charlotte Delbo qui écrit qu'il ne faut pas oublier ses paroles et qui, dans la pièce de théâtre qu'elle écrit, va mettre en scène un dialogue entre deux déportés qui dit il faut tenir pour pouvoir raconter. La littérature, elle est ici résistance, puisqu'en fait, c'est l'idée qu'il va en rester quelque chose. Il faut qu'il reste quelque chose de cet enfer qui est en train de se mettre en place. Oui, et c'est là que l'on voit l'objectif commun que partagent la littérature et l'historien ou le témoin, puisque le CDJC qui va naître en 1944, on voit, comme vous le racontez pour les Sonderkommando, ce besoin de garder les choses, de raconter, mais aussi très très tôt ce besoin de garder les archives, de les mettre de côté, et puis le CDJC qui deviendra le mémorial de la Shoah. Donc, effectivement, on a cette littérature qui est œuvre de résistance, mais vous dites aussi que cette littérature est une littérature du présent. Alors qu'on a Oui, l'impression que c'est une période que l'on peut cadrer avec un début et une fin, mais non, ça nous parle aujourd'hui encore. oui, oui, c'est une littérature du présent dans le sens où, à mon sens, elle touche l'humanité. Elle touche l'humanité à la
fois dans ses fondements, c'est un peu comme une écriture archéologique, vous savez, qui va venir fouiller l'humanité dans ses fondements et en même temps qui trace les traits de ce qui nous compose tous en tant qu'humains et peu importe les époques. Alors là, ici, c'est ce qui nous compose en tant qu'humains face à une expérience tout à fait extrême, face à une expérience génocidaire. Mais en réalité, je pense, là, tout comme vous, je travaille au Mémorial de la Shoah depuis 2 ans. Donc, depuis 2 ans, j'étudie aussi le génocide des Arméniens et le génocide des Tutsis. Et je pense que les thèmes que je développe dans mon livre sur la Shoah, en fait, c'est des thèmes qui peuvent aussi s'étendre en fait, à d'autres littératures de génocide, puisqu'en réalité, dans le génocide, c'est la mort, c'est la disparition, mais c'est aussi la lutte contre la véritable disparition qui serait l'effacement de toutes les traces. Mhm. Et la littérature est une trace. Et je pense que c'est pour ça qu'on a affaire à un processus on pourrait dire, de guérison, finalement, pourquoi les auteurs veulent se mettre corps et âme dans la littérature, voire s'incorporer dans la littérature, c'est parce elle offre en fait cette trace qui permet à la fois d'entretenir le deuil, puisque c'est un deuil, la littérature du génocide, mais aussi de le contrer, puisque contrer le deuil, c'est pouvoir aussi garder la trace, quoi qu'il arrive. Ouais. Et on parle de vie et de mort, et là, l'aporie de cette littérature, c'est que finalement, pas, elle ne parle pas, comment dire, elle est limitée dans la mesure où les vrais témoins sont ceux qui sont morts. Et Oui. cette littérature s'arrête toujours au bord de la chambre à gaz. Et ça, on n'arrive pas c'est indépassable. Alors, pas toujours. Leigh Brockman le fait dans une de ses nouvelles, dans Le Déluge. Il s'y essaye, on va dire, mais alors difficilement aussi. C'est vrai que ça, c'est la grande pensée de Primo Levi qui dit qu'en fait, les vrais témoins sont ceux qui ne peuvent plus parler. En Hmm. fait, les vrais témoins sont ceux dont la parole a été fauchée. Donc, Primo Levi, en un sens, il exprime en fait, de ce que je remarque, ce que tous les survivants ont pu ressentir, qui est une espèce de mélange entre la culpabilité d'avoir survécu, mais aussi le défaut de la parole après un événement on va dire, indicible. Et en fait, c'est ça aussi qui est propre au génocide, qui est que l'humanité devient tellement méconnaissable que le langage lui-même, en fait, en devient méconnaissable, et qui est qu'à la fois après, donc, il y a cette culpabilité d'avoir survécu, puis cette peur de ne pas être cru, puisque les Ouais. faits sont tellement inracontables, incroyables. Robert Antelme, lui, il dit le mot écran, c'est inimaginable. Et on pose ce mot, et c'est bon, on ne dit plus rien. Et pourtant, pour reprendre les mots d'Elie Wiesel, se taire est impossible. Il faut parler quand même, mais parfois parler très tard. Ginette Kolinka Oui. écrit un témoignage à 93 ans, Retour à Mhm. Birkenau, qui est sorti donc voilà, il y a 2 ans. 93 ans, elle écrit son témoignage. Et moi, ce qui m'a frappé quand je l'ai lu, c'est qu'il finit par cette phrase incroyable qui dit « J'espère que vous ne pensez pas que j'ai exagéré au moins ». Ah ouais. C'est-à-dire, même à 93 ans, en 2019, Mhm. elle a cet obstacle de la parole, une parole empêchée, euh, pour laquelle elle va se dire peut-être qu'on va penser que j'exagère parce que ça reste inimaginable. Le mot est là. Alors justement, puisque ça semble inimaginable, c'est par le biais de l'imaginaire qu'ils vont tenter de retranscrire cette réalité qu'ils ont vécue. On parle des principaux témoins, et donc dans cet imaginaire, on a différents degrés aussi. Ça va de l'imaginaire de la reconstitution, de la reconstruction à l'imaginaire fantastique. Et là, vous le montrez très très bien dans votre ouvrage, comment on est de Charlotte Delbo jusqu'à Leigh Brockman. Oui, alors c'est vrai que cet apport de l'imaginaire, c'est quelque chose qui est aussi
des choses les plus importantes dans ma réflexion. Il y a une phrase de Simon Lax, donc, qui avait été déporté à Auschwitz, qui était musicien et donc qui a écrit Mélodie d'Auschwitz. Et dans Mélodie d'Auschwitz, Simon Lax compare les survivants aux personnages en quête d'auteur de Pirandello. Mm. C'est une phrase en fait qui m'est restée parce que je trouve qu'elle elle dit bien comme l'apport de la fiction peut dire l'événement réel, comme si c'était l'ouverture d'une espèce de sas de décompression et qu'on imaginait effectivement que les survivants avaient besoin, finalement, face à cet indicible, justement, d'ouvrir cette chose qui va non pas falsifier la mémoire, non pas falsifier les faits, mais en favoriser finalement la transmission. Et dans mon livre, par exemple, on parlait tout à l'heure de la littérature qui s'écrivait un peu en temps réel. Et Etty Hillesum à Westerbroek, en temps réel, va écrire dans son journal qu'elle se demande en fait si c'est pas la fiction qui peut vraiment prendre en charge le récit de ces événements, et voire même qu'il faudrait du conte, par exemple, quelque chose qui sortirait un peu finalement même d'un récit tel qu'on peut le connaître. Donc c'est vrai que ce jeu de vase communicant entre fiction et non-fiction, parce que je ne vais même pas dire réalité, parce que la réalité peut être fiction. Et c'est ce que j'essaye en fait de démontrer dans ce livre. Je pense que cet apport de la fiction, il va être primordial. Et que ce soit par le biais, par exemple, d'un Georges Perec qui va carrément faire s'enchasser son récit autobiographique et un récit totalement fictionnel de l'île W dans lequel il va transposer tous ses fantasmes concentrationnaires et puis faire se rejoindre les deux, que ce soit par le biais d'une fiction un peu fantastique de Samuel Beckett qui met en place un cylindre dépeupleur qui va être instrument détermination et image par là même des centres de mise à mort, ou que ce soit par des biais beaucoup plus subtils comme Georges Semprin qui va dans Le Grand Voyage se munir d'un compagnon en fait qui n'existait pas, un compagnon fictionnel, et qui dit dans l'écriture ou la vie, j'avais besoin d'être accompagnée pour raconter ce voyage. Et ça, c'est assez, en tant qu'expérience ici de lectrice, je trouve ça assez incroyable, puisque lorsqu'on lit Le Grand Voyage, on a l'impression que le gars de Sémur, il existe. Il a réussi à incarner une idée, c'est assez incroyable. Et lorsqu'on va lire ensuite l'écriture ou la vie et qu'on se rend compte que waouh, non, en fait, ce gars de Sémur, il n'existe pas. Mhm. C'est assez curieux parce qu'en tant que lecteur ou lectrice, on ne se sent pas trahi. Au contraire, on a l'impression de toucher du doigt quelque chose d'encore plus profond chez l'auteur et dans le traumatisme par là même, puisqu'on voit bien que pour raconter, il a besoin d'être accompagné, il a besoin de la fiction en fait. Ouais. Donc, et le comble de la fiction, c'est, est-ce que c'est Leigh Brahman? Est-ce que c'est finalement à pas aveugle de par le monde? Quand je dis le comble, c'est-à-dire la fiction puissance 1000 qui nous restitue justement cette non-fiction. On est en effet dans comme vous dites, une fiction puissance 1000 et en même temps, lorsqu'on lit le journal à côté, on arrive vraiment à mettre en parallèle certaines pages, tout comme pour les nouvelles du déluge. Après, effectivement, avec Rorman, on est dans une fiction poétique. Hmm. On est c'est même, je dirais même, l'élaboration d'une nouvelle mythologie. Ouais. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'une nouvelle Odyssée d'Homère, où c'est pas Ulysse qui rentre à Ithaque, c'est S qui rentre, mais il ne sait même pas où il rentre parce que c'est une Europe désolée dans laquelle il n'a même plus sa place. Sauf qu'il va finir par rentrer à Ithaque, puisqu'en fait, on pourrait dire que Ithaque, ça serait les catacombes romaines de la fin d'Apaz aveugle de par le monde, dans lesquelles le peuple juif peut être amené à renaître. C'est là d'ailleurs qu'il veut pourquoi pas réenfanter, donc on pourrait dire que c'est son Ithaque à lui. Et cette nouvelle Odyssée, oui, c'est à la fois, comme vous dites, un comble de la fiction, puisque là, effectivement, lorsqu'on lit ça en se disant, tiens, je vais lire un ouvrage sur la Shoah, on Ouais. peut peut-être être déçu parce qu'en réalité, oui, il faut s'armer déjà, il faut le lire 5 fois pour comprendre peut-être Ouais, 3 mais pages sur le il fait 900 pages, donc on pourra pas. il fait 800, 900 pages et il faut les ingurgiter. Et chaque page est d'une richesse incroyable en réalité. Et chaque page comporte en elle finalement beaucoup, beaucoup de réel en fait. Et ce qui est intéressant là, pour le coup, c'est vraiment de faire une analyse comparative entre les passages du journal de Lee Brorman Ouais. qui en fait vont vraiment relater les événements et puis
Passe avec de par le monde qui va reprendre ces choses. Et dans un Passe avec de par le monde, on dirait que c'est dans cette Odyssée qu'il s'autorise à souffrir, qu'il s'autorise à finalement exprimer les émotions qu'il a peut-être réfrénées au moment où il tenait son journal et où il devait rester caché et où il devait tenir pour les siens, sa femme, sa belle-sœur, etc. Ouais. Donc je rappelle que Leib Rochman a passé le temps de la guerre caché derrière un mur qui avait été construit spécialement pour lui, son épouse et un autre couple. Et dans la journée, ils étaient derrière ce mur, debout. Et puis ils assistaient, ils entendaient tout ce qui se disait dans la maison. Et le soir, ils pouvaient monter au grenier pour dormir un peu. Et c'est là qu'il écrivait. Aux derniers instants, les derniers mois, ils ont été cachés sous la terre, comme une appentis de jardin, comme dans une grange, et vraiment sous la terre, donc littéralement enterrés vivants, en attendant de pouvoir sortir. Et c'est vrai que autant Un pas aveugle de par le monde se lit comme un ouvrage absolument extraordinaire, singulier, et le journal est l'un des ouvrages qui me fait le plus mal, qui m'a fait le plus mal à lire. Dans le Et c'est d'ailleurs intéressant parce que de ce journal, il va dire qu'il n'est pas écrit avec les mots, mais avec le sang. Et je trouve qu'on le ressent réellement. À la fois, le sang, évidemment, va nous faire penser à un imaginaire morbide, glauque, mais pas que. Le sang, c'est aussi la famille, c'est tous les liens qui le rattachent au sien, et on le sent, c'est quelqu'un qui est très, très puissant à travers les mots, comme on sent que c'est pas une survie individuelle, c'est une survie collective ici. Mhm. Ouais. Alors, c'est vrai que ça aussi, il y a l'individuel, le collectif, et c'est un ouvrage de littérature, et donc dans la littérature, on a tous ces procédés qu'on peut lire là, toutes les figures de style, toutes les figures de rhétorique, mais on a aussi cette polyphonie, ce que vous appelez la parole chorale. Chorale, oui. Oui, oui, l'idée d'une choralité, alors cette choralité, en fait, elle va se mettre en place un peu de deux manières, à la fois dans la sororité et la fraternité que l'on peut voir. Eh ben, je vous parlais de survie individuelle face à survie collective. En fait, c'est là, on peut le voir dans ce langage collectif qui se met en place et dans ce corps collectif qui se met en place. Je pense notamment aux femmes chez Charlotte Delbo, Charlotte Delbo et ses camarades qui mettent en place une sororité incroyable, qui, lorsque elles sont en rang par 5, parviennent à porter celles qui sont à bout de force, qui, lorsque elles sont à l'appel, semblent être un seul et même corps avec le cœur qui bat à l'unisson, et elles parlent d'un corps qui est réuni par le même réseau sanguin. Donc c'est des images très puissantes. Et puis on a cette choralité de l'écriture aussi à travers le langage, à travers la parole. Et d'ailleurs, vous me parliez de la littérature comme résistance. En fait, là, les deux concepts se rejoignent dans la mesure où cette choralité du langage, en fait, elle peut devenir également résistance. Je pense à une parole littéraire qui va se jouer dans les camps. Ça peut aller de la reconstitution de la pièce Le Malade imaginaire de Molière Ouais. par ses camarades, à Robert Antelme ou David Rousset qui racontent que dans les baraquements à la tombée de la nuit, on allait réciter tel poème de Joachim du Bellay. Évidemment, on en revient à Ulysse, en plus, qui Mhm. cherche évidemment toujours. Et bah, évidemment, Ulysse nous renvoie à Primo Levi qui cherche les vers de Dante en étant de corvée de soupe avec Piccolo. Et c'est des images incroyables à la fois parce que elles sont belles, il faut le dire aussi très clairement, c'est des images Mhm. très belles qui vont remettre de la vie là où il semble ne plus avoir aucune trace de vie, mais aussi parce que face à une parole utilitaire dans les camps, qui est appauvrie par l'asservissement des individus et par les coups et par le fait que Primo Levi lui dit lui-même parler serait finalement quelque chose d'inutile puisque là-bas c'est les coups qui donnent les ordres finalement, et ben face à cette parole utilitaire appauvrie se met en place une parole qui va connecter, au sens où à ce moment-là elle ne vise d'autre objectif que celui de faire lien, en fait, de faire lien entre les auteurs, déjà entre une culture commune, Joachim Mhm. Dubochet, Molière, Dante, mais aussi de faire lien entre les individus. Et sans même parler de littérature, cette parole qui fait lien, moi, elle me fait penser
au tout dernier jour de Primo Levi à Auschwitz, lorsque, atteint de la scarlatine, il est contraint de rester dans l'infirmerie, il ne participe pas aux marches de la mort, il reste dans l'infirmerie avec d'autres camarades, le camp est totalement déserté, laissé à l'abandon, il va se recréer comme un petit microcosme dans son baraquement avec ses camarades, et puis il ramène de la nourriture, des victuailles. Pour la première fois, ils n'ont même pas à se cacher de ce qu'ils ont réussi à organiser, comme on dit au camp, c'est-à-dire à Oui. pouvoir prendre, en fait. Et puis, il discute avec ses deux camarades vosgiens. Il discute et il raconte que les 8 autres écoutent, même s'ils ne comprennent pas le français. Parce que c'est un langage, en fait, qui est de juste parler de tout et de rien, un langage qui n'est pas utilitaire. Et c'est là, moi, je l'inscris à ce moment-là, en fait, le moment où Primo Levi, dans un sens, en fait, vraiment l'humanité. Si c'est un homme, c'est ça, en fait. Si c'est un homme, c'est celui qui peut parler de tout et de rien, sans utilité. Ouais. Alors, on a cela dans votre livre. On a les thèmes qu'on a rencontrés déjà. C'est-à-dire ce qui est très très bien fait dans votre ouvrage. Destruction et métamorphose du corps dans l'enfermement aux éditions O30, c'est qu'on retrouve la représentation littéraire de thèmes qu'on a pu évoquer d'ailleurs lorsqu'on évoquait les trois génocides dans une soirée la semaine dernière, c'est-à-dire la stigmatisation, la réification, la mise à mort lente par la faim et la soif. Bon, on a ces thématiques-là et on voit comment cela est représenté. Mais on a des choses beaucoup plus nouvelles, je crois, en tout cas beaucoup moins étudiées, c'est-à-dire comment ce langage passe et redonne une autre dimension. Et puis, il y a autre chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est que vous abordez la deuxième génération et que vous parlez de Art Spiegelman, de Kishka, donc là aussi, on a une littérature de la deuxième génération, et cette fois par le biais de la bande dessinée. Oui, tout à fait. Pas seulement, mais vous abordez la bande dessinée. J'aborde la bande dessinée, oui. Alors pourquoi j'aborde la bande dessinée? Alors déjà, on va pas se mentir parce que j'aime beaucoup la bande dessinée, mais également parce que je trouve que c'est un support qui permet d'autres représentations, permet de renouveler donc ces représentations. Et puis surtout, c'est intéressant de voir comme ce support, c'est de plus en plus euh, développé pour devenir un support témoignage, aussi un support reportage. Art Spiegelman, ce qu'il fait dans Maus, ce n'est pas seulement raconter l'histoire de Vladek, son père qui a été déporté à Auschwitz, ni même de sa mère. Je mets plus l'accent sur Vladek puisque c'est lui qu'il peut finalement interviewer parce qu'il est encore vivant au moment où il écrit cette bande dessinée. Il ne fait pas que raconter l'histoire de son papa, il raconte aussi son histoire à lui. Et d'ailleurs, la bande dessinée, elle s'ouvre sur Art, petit, qui va courir vers son père pour dire ah, papa, mes copains, ils ont été méchants, ils m'ont laissé là. Et son père qui, de manière très cassante, va lui dire tes copains, des amis, ah bon, t'es sûr, on va vous mettre dans une pièce, on va vous laisser crever de faim et on va voir qui sont tes amis. Ouais. Et je trouve ça incroyable. Pour moi, ce n'est pas anodin du tout que cette bande dessinée, elle s'ouvre là-dessus. Cette bande dessinée, elle est à la fois sur l'histoire de Vladek avant et pendant la répression nazie et sa déportation, mais aussi en fait c'est l'histoire d'un enfant de survivant qui se débat pour trouver sa place dans cette grande histoire qui est la Shoah et qui va lui-même exprimer parfois des idées qui peuvent paraître même tabous en réalité, qui peut exprimer parfois l'idée qu'il se sent coupable de lui ne pas avoir été déporté face à un petit frère fantôme qui lui est mort, il se sent coupable lui par exemple lorsque il se met sous la douche que ça ne soit pas du zéclombé qui sorte au lieu de l'eau. C'est des choses qui peuvent être choquantes dit comme ça et en même temps qui sont nécessaires parce qu'elles vont finalement être comme une espèce d'exutoire et c'est quelque chose je trouve qu'on retrouve dans la bande dessinée deuxième génération de Michel Kishka qui lui va dire carrément qu'il allait se plonger dans les livres d'histoire et essayer de se trouver des ressemblances entre des petits garçons de photographie, notamment celle tristement célèbre du du ghetto de Varsovie. Et c'est intéressant de voir là-dessus des résonances avec le récit de Georges Perec, qui lui
va finalement se sentir coupable toute sa vie de ne pas avoir disparu en même temps que ses parents, qui va finalement lui-même dans W exprimer comme il essayait de s'inscrire dans la grande histoire en se disant que telle date qui concernait Adolf Hitler, ça correspondait à telle date qui concernait sa vie, et de voir en fait comment la micro-histoire, elle va essayer de s'inscrire dans la grande histoire avec sa grande H, pour Mhm. reprendre Ouais. les Alors, aussi, si je peux juste ajouter, ouais, la bien bande sûr. elle permet des représentations graphiques que ne permettent pas les romans, et de transposer dans l'univers de Spiegelman, de transposer l'humanité à un bestiaire où on retrouve l'imaginaire classique du chat et de la souris, mais pas que, ça permet d'ouvrir, encore une fois, comme je disais, de la fiction, un sas de compréhension pour le lecteur et la lectrice, et cela même lorsqu'ils sont enfants, en réalité. Et c'est ce qui me plaît aussi dans la bande dessinée, c'est qu'elle va rendre accessible à des... Alors évidemment, quand je dis enfants, évidemment, pas trop en bas âge, mais Ouais. on va dire adolescents. Mais elle va permettre de rendre accessible à des adolescents des dimensions de l'histoire qui ne le seraient peut-être pas autrement. Mhm. Alors, avant de continuer, je voudrais juste dire combien vous, à ma question, qu'est-ce que la littérature comparée, vous en donnez là un exemple excellent depuis près d'une demi-heure, dans la mesure où vous jonglez avec les textes, vous jonglez avec les concepts, avec une facilité, c'est bravo. Mais je veux continuer, c'est-à-dire que Kishka, Art Spiegelman et d'autres, là on est dans la bande dessinée ou dans le dessin, mais aussi dans les récits ou dans les fictions, on a de l'humour. Et ça aussi, c'est assez étonnant. On trouve de l'humour dans cette littérature de la Shoah. On trouve de l'humour, on trouve de la vie en réalité. Ouais. Voilà, d'un point de vue extérieur, effectivement, si je dis que j'ai écrit ce livre sur la littérature de la Shoah, on peut imaginer que on va passer un sale moment en le lisant. Et en réalité, évidemment, on a affaire à un sujet d'une gravité extrême, et évidemment qui va mettre en place des réflexions assez sérieuses. Mais on peut trouver de la vie, puisque finalement, c'est ces sursauts de vie qui vont faire que c'est cette littérature qui va entretenir finalement la survie, la guérison. Et puis, on trouve de l'humour, alors de l'humour noir. On trouve, dans Mouse de Art Spiegelman, on a énormément d'humour sur son père, Vladek, qu'il va décrire comme un papa qui n'a pas s'approcher à son expérience de la déportation, qui est avare, il va être énervé devant Ouais. tant de choses. Et en même temps, on a finalement deux générations qui s'affrontent ici. Et encore une fois, on a la génération de celui qui a connu la privation, et puis l'enfant, lui, qui va être agacé. En Mhm. fait, parce qu'il sortir justement de cette histoire-là, il ne sait pas comment s'en défaire. Et cet humour, je trouve, encore une fois, c'est aussi une porte d'entrée. Un humour qu'on peut retrouver chez Beckett. Beckett qui va nous décrire constamment, mais alors, quel que soit le livre de Beckett, qu'on puisse ouvrir, on a constamment une humanité nivelée vers le bas. Ces personnages, ils commencent toujours debout et ils finissent constamment. Je veux dire, quoi qu'il arrive dans n'importe lequel de ces livres. Et pourtant, qu'est-ce que c'est drôle. Et c'est la phrase de Nina en fin de partie qui dit mais qu'est-ce qu'on rit du malheur. Rien n'est plus drôle que le malheur, en fait. Ouais. Et c'est ça que Oui. j'aime aussi dans cette littérature-là. Ouais. Et là, on retrouve un peu la quintessence de l'humour yiddish ou de l'humour juif plus généralement. Et en littérature, quand on a un recueil d'Israël Zangwill qui s'appelle Les Comédies du ghetto, il écrit aussi les tragédies du ghetto, mais il aurait pu inverser les titres et on reste toujours avec ce tragique comique. Mais là, comme on est dans une littérature de la Shoah, effectivement, ça prend encore une autre dimension. Euh, dans vous évoquez beaucoup de sujets. On pourrait continuer encore, notamment tout ce qui concerne les X-Men, tout ce qui concerne cette fois la littérature à proprement parler. Et là, moi, je me suis régalé parce que ça fait longtemps que je lis plus d'ouvrages de littérature. Enfin, je lis
d'ouvrages sur la littérature. Ça fait très longtemps, je lis surtout des ouvrages historiques, et là, je me suis régalé à retrouver les hypotyposes et les choses comme cela. Mais avant de continuer, peut-être si dans l'assistance, on a des questions, ce serait bien. Si vous levez la main, attendez, il faut que je mette moi le bon écran, mais si vous levez la main, oui, ben voilà. Lydia, voilà, normalement, Lydia, vous devriez pouvoir. C'est bon, le micro est ouvert. Bon, je vous remercie pour votre exposé, c'est passionnant, voilà, c'est formidable. Alors, je vais vous poser une question infernale, sachant tout de même que je n'attends pas de l'exhaustivité, c'est juste plutôt des pistes de réflexion. Par rapport aux trois auteurs évoqués dans le titre, donc Lévy, Beckett et Pérec, sans être réducteur en tant que piste, la représentation du corps, vous l'associerez à vous en diriez quels mots, à quelles images chez chacun de ces trois auteurs? Est-ce qu'il y a une image dominante de chez chacun d'entre eux? Comment on peut le caractériser, voyez, mais alors je ne veux pas je ne veux pas vous imposer d'être trop réductrice, c'est plutôt comme piste de réflexion à partir de ces mots, me dire tiens, mais qu'est-ce qu'on peut à partir de là relire ou revoir, voilà. Oui, bien sûr. Alors, pour vous répondre, moi là, instinctivement, me vient la notion de Annie Dayan-Roselman qui fait de corps-mémoire. Cette notion de corps-mémoire qui va faire du corps une entité qui va garder trace, on parlait de la trace, tout comme la littérature, garder trace des événements vécus, être à la fois la preuve des événements vécus, mais aussi porte-mémoire, en fait, à la fois physiquement, mais aussi mentalement, puisque on peut somatiser tout à fait et donc ressentir psychiquement les choses. Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver chez Lévy, qu'on peut retrouver chez Pérec et chez Beckett, en fait, chez les trois en même temps, dans le sens où, si je prends Georges Perec, par exemple, tous les rapports qu'il fait à son corps sont par rapport à des cicatrices, à une cicatrice également, ou par rapport au bras qu'il avait en écharpe au moment où sur le quai de la gare, il a dû dire au revoir à sa mère, par rapport à telle blessure qu'il s'est faite à tel moment, à tel endroit. Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que Pérec, par rapport aux cicatrices ou aux blessures de son corps, va constamment se poser la question de est-ce que mes souvenirs sont bons ou est-ce que c'est une construction de ma mémoire d'enfant. Et c'est ça qui est assez intéressant. Chez Primo Levi, cette notion de corps-mémoire, elle revient par le biais également en fait du corps du déporté qui va être en fait la preuve ultime des sévices qu'ont connus les prisonniers dans le camp. Et par exemple, à travers son numéro. Son numéro, lorsqu'il fait un rêve, lorsqu'il est à Auschwitz, il fait le rêve qu'il se trouve devant une femme à qui il fait le récit de sa déportation. Et dans son rêve, la femme ne le croit pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va montrer son numéro et le numéro de déportation va devenir finalement la preuve. Son corps ici va faire office de mémoire de la déportation. D'ailleurs, cette notion de corps-mémoire par rapport au numéro, je fais une brève parenthèse ici, ça me renvoie à Élie Buzyn. Élie Buzyn qui raconte dans son récit de déportation, j'avais 15 ans, comment son numéro de déportation est devenu la tombe imaginaire de ses parents qui, eux, sont morts à Auschwitz le jour de son arrivée. Une tombe imaginaire qui fait, en fait, de son corps un véritable lieu de mémoire lui-même. Et ça, c'est hyper intéressant parce que le corps lui-même peut devenir un lieu de mémoire. En fait, le lieu de mémoire, pour reprendre les mots de Pierre Nora ici, c'est d'abord des restes, en fait. Et qu'est-ce qu'il reste au déporté après tout ça? C'est son corps. C'est la seule chose qui lui reste. Et donc, c'est finalement une chose qui peut paraître très abstraite ou intellectuellement construite, mais en réalité, Élie Buzyn, tout comme Primo Levi, en fait, vont faire de ce numéro, alors l'un une tombe imaginaire, l'autre une preuve et finalement comme une archive, en fait. Et Élie Buzyn a fini par se faire enlever
le tatouage, donc se faire enlever le bout de peau sur lequel était inscrit son tatouage, mais il gardait constamment ce bout de peau dans un portefeuille avec lui. Pour pouvoir le montrer, alors en témoignage lorsqu'il était devant des élèves, mais aussi en fait à n'importe qui pouvait le réclamer, finalement comme on pourrait sortir à une déposition, une archive en disant bah si regardez c'est bien ça qui est arrivé. Alors il a très très mal vécu Elie Buzyn le fait de perdre ce portefeuille et donc par là même de perdre ce numéro, et c'était devenu une telle obsession qu'il en a été même jusqu'à, donc il raconte ça dans son livre, hein, qu'il en était même jusqu'à pourquoi pas envisager de se retatouer Wow. le numéro, puis de se le refaire enlever pour avoir le bout de peau. Ce à quoi donc ses proches évidemment ont répondu de manière un peu négative, qui était plutôt bah, non, là ça risquerait de raviver le traumatisme. Et c'est un médecin qui a fini par lui dire, mais et c'est une réflexion que je trouve passionnante, qui a fini par lui dire, mais est-ce que ce numéro, ce ne serait pas un faux? Et en art, les faux, bah, ne sont pas acceptés en tant que vraie archive. Et ça me ramène vraiment bien à ce que je disais, qui est que le corps du déporté devient un corps mémoire. Alors, chez Beckett, cette notion de corps mémoire, on peut le voir de manière un peu différente, puisque, comme je vous disais, ils commencent debout, ils finissent toujours allongés, et puis on a ce nivellement vers le bas. Mais en fait, ce corps mémoire, il est très intéressant. Cette notion, elle est intéressante également chez Samuel Beckett, puisque dans ses œuvres, on a vraiment constamment le rappel du temps qui passe, le rappel du corps qui se détériore, du corps qui devient obsolète. Et ce corps mémoire chez Beckett, c'est ça, c'est le corps qui nous rappelle qu'on est destiné à mourir, quoi qu'il arrive. Alors, je sais que cette phrase, elle n'est pas très joyeuse, j'en suis désolée, mais c'est cette noirceur avec humour chez Beckett qui va vraiment nous rappeler qu'on est de passage, en fait, mais qu'il peut rester quelque chose de ce passage. Très bien. Merci. Merci. Moi, enfin, s'il y a d'autres questions, j'ai une question par rapport à tout ce corpus fascinant. Est-ce qu'il y a un auteur qui pour vous est le plus marquant, le plus intéressant, le plus riche Est-ce que vous en sortez un du lot? Alors, je vais vous dire, j'ai posé la même question à Catherine Cocchio, qui a fait aussi un ouvrage monumental sur la littérature de la Shoah. Et l'auteur qu'elle garde, elle, au sommet, il n'a écrit qu'un seul livre, c'est Piotr Ravitch. Piotr Ravitch pour je trouve plus le titre, Le sang du ciel. Voilà. Et vous, ce serait lequel? Parce que bon, si je sais que c'est une question vache, mais C'est très vache. C'est très vache. Je ne vais pas répondre avec l'intellect, je vais répondre avec le cœur et je vais répondre Primo Levi, si c'est un ah, homme. Voilà. Et parce que c'est le premier livre que vous avez découvert. alors, d'un point de vue très personnel, j'ai pas forcément découvert la Shoah avec lui, mais j'ai découvert que la Shoah pouvait devenir littérature avec lui. Mhm. Et puis aussi, parce que bah, je viens d'une famille et italienne et française, j'ai la double nationalité et que bah, je lis aussi Primo Levi en italien et que c'est une saveur incroyable en italien parce que Primo Levi, c'est un amoureux de la langue, c'est un amoureux de Dante, il manie la langue à la perfection. Et c'est aussi cette pédagogie de Primo Levi, je trouve, qui m'a personnellement aidé aussi à mettre des mots sur des choses qui parfois étaient difficiles à expliquer. Mhm. J'ai l'habitude, là je suis médiatrice au Mémorial de la Shoah depuis 2 ans, donc j'ai l'habitude de devoir m'adresser à des jeunes publics et des publics très néophytes, et donc de devoir trouver des images, des mots qui sont efficaces et en même temps parlants et en même temps très bien écrits et beaux. Et Primo Levi, mais souvent d'un grand secours. Bon. Une autre question vache. Je les ai gardées pour la fin. Vous avez une bibliographie époustouflante, extrêmement étendue, mais pour l'exercice, pour la rigueur de l'exercice, il y a beaucoup d'auteurs que vous avez dû laisser de côté. Est-ce que vous avez un en particulier que vous regrettez de ne pas avoir abordé et dans votre thèse et dans l'ouvrage consécutif? C'est dur parce que pareil, il y a beaucoup d'absents. Il Oui. y a
d'absolument ce livre. Je sais pas, je pourrais parler d'André Schwarzbach avec le Ah, dernier des. mhm. C'est un ouvrage qui nécessiterait un peu comme ceux de Leigh Hoffmann de se plonger 6 fois dedans et tout le temps en te disant j'ai rien compris. Qui pourrait être intéressant. Je pense à Elie Buzyn aussi. Elie Buzyn. Mhm. À Elie Buzyn. Alors moi, pour moi, c'est une découverte, parce que pour moi, Elie Buzyn, c'est un témoin, mais là, vous l'avez, je vais le dire, rehaussé au niveau de la littérature, et je vais me plonger dedans. Je l'ai pas encore lu, lui. Donc, Oui, mais c'est vrai que là, on voit que le rapport entre témoignage et littérature, en fait, il est très, très intime, en fait, très parce que ténu. on peut avoir effectivement, quand on lit Elie Buzyn, bon, pour une première lecture factuelle ou biographique, on se dit, tiens, ça m'intéresse de découvrir son itinéraire, son parcours. Bon. Et en fait, il y développe, dans ce livre, il développe des réflexions passionnantes sur ce que c'est de vivre l'après aussi. De Mhm. vivre dans l'ombre de ses frères assassinés devant lui et devant ses parents, de devenir un homme à 11 ans, de cette espèce d'inversion aussi enfant-adulte qu'on retrouve d'ailleurs chez Imre Kertész Ouais. avec l'enfant qui devient adulte. Euh, c'est, je crois, des dimensions très littéraires qu'on peut trouver dans son témoignage. D'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions? Profitez-en, parce que j'ai rarement vu une spécialiste aussi pointue sur la littérature de la Shoah. Mais après, je vous rappelle, oui, Lydia. De toute façon, je vous rappelle que son livre, non, j'ai pas fait le bon, voilà, son livre Destruction et métamorphose du corps dans l'enfermement, aux éditions O30. Béatrice Munaro. Tu- Lydia. alors, tu viens de parler, Maurice, de littérature de la Shoah. Est-ce qu'on peut associer Beckett à une littérature de la Shoah? Dans quelle mesure peut-on associer Beckett à une littérature de la Shoah? Alors, c'est une question qui est euh, très intéressante et très pertinente parce que c'est quelque chose beaucoup dans la tête de l'écriture de cette thèse. En fait, Samuel Beckett, pour moi, il n'est pas tant dans une littérature de la Shoah que dans une littérature, comme je le disais tout à l'heure, une littérature post-génocidaire, une littérature post-concentrationnaire, voire une littérature post-Seconde Guerre mondiale, quoi qu'il arrive, une littérature de l'après-guerre. L'auteur était engagé dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a connu la déportation de son meilleur ami en camp de concentration. Donc, c'est des événements qui l'ont profondément marqué. Et je pense que dans les œuvres de Samuel Beckett, on voit à quel point il a pu être marqué individuellement, mais à quel point il veut montrer comme l'humanité a été marquée collectivement. C'est une sorte de mémoire collective, en fait, qui est vraiment mis en place ici. Donc, littérature de la Shoah, peut-être pas, mais une littérature vraiment du génocide, une littérature peut-être de l'humanité après ces événements. Post-génocidaire. Post-génocidaire, oui, je Mhm. pense. Ouais. Et c'est là, avec Beckett, j'ai l'impression qu'on voit encore mieux l'aspect universel de cette littérature, parce que il est le seul dans cette littérature à ne pas être juif. Et il évoque ce génocide. Enfin non, il y a Georges Semprin, il y en a d'autres. Mais enfin, j'ai l'impression qu'on atteint vraiment que si on doutait de l'universalité de cette littérature, avec Beckett, on enlève tous les doutes. Tout à fait. Et puis, comme vous dites, il y en a d'autres. Je pense à Robert Antelme, David Rousset, Charlotte Ouais. Delbos. Semprin. Ils n'ont pas été déportés raciaux, ils ont été déportés politiques, déportés pour résistance. Et alors, ils ont connu les camps de concentration, pas forcément les centres de mise à mort. Donc, il y a une différence dans la déportation. D'aucuns ont connu la sélection à l'arrivée, d'autres non. Donc, il y a ces différences-là qui sont évidemment très importantes à saisir dans l'historicité, évidemment, de ces œuvres. Mais effectivement, comme vous dites, en fait, on y reconnaît là une universalité dans le sens où cet événement, les camps de concentration et les centres de mise à mort, ce génocide qui se met en place et la politique nazie au sens général, c'est une politique qui va
toucher l'humanité. C'est un événement qui touche l'humanité tout entière. Et d'ailleurs, c'est en fait ce qu'on voit dans les titres même de certaines œuvres. Primo Levi, si c'est un homme, Robert Antelme, l'espèce humaine. Mhm. En fait, l'entièreté, la globalité qui est remise en question ici. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? En tout cas, merci pour ce brillant exercice et brillant livre Destruction et métamorphose du corps dans l'enfermement, Béatrice Munaro, aux éditions O30. Et c'est vrai que c'est un livre, malgré le titre, qui certes nous plonge dans une réalité terrible, mais qui est aussi une très grande leçon de vie. Et quand on travaille ou quand on côtoie les anciens déportés, les témoins, la deuxième génération, on sait que ce qu'ils nous enseignent d'abord, c'est d'aimer la vie et d'aller vers la vie. Et là, vous nous permettez aussi d'aimer la littérature et d'aller vers la littérature. Merci beaucoup, Béatrice Munaro. Et puis, on attend d'autres nouvelles, peut-être cette fois une focalisation sur tel ou tel auteur. En tout cas, ça donne envie de vous lire et de vous entendre davantage. Merci, à très bientôt. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et puis, cette intervention, cette entrevue, cet échange sera diffusé sur la page YouTube d'Hebraïka dans quelques jours, le temps de manipuler un peu le tout et de le faire. Merci à tous, belle soirée. Merci. Merci encore, au revoir.